Et puis désolé du retard sur l'épisode long, ça fait le 3e épisode long qui sort pas à temps. Et sur celui-ci, il excuse, parce qu'à force, j'invente toujours une nouvelle excuse, donc celle-ci, c'est que je bosse pas seul sur cet épisode, et que les calendriers de la personne qui va travailler avec moi dessus, et le mien, c'est un petit peu mal concordé cette semaine, mais la semaine prochaine... Bon, qu'est-ce que je vais leur sortir comme excuse la semaine prochaine? J'ai bien quelques sujets, mais rien d'intéressant. Oh là là. Ah tiens, salut toi. Ah tiens, pendant que je t'ai là, c'est pas toi qui voulais sortir une chaîne d'histoire Ah si, mais bon, j'ai préféré me mettre sur l'espace. Et du coup, est-ce que tu as pas une petite idée là-dessus Tu connais la guerre anglo-zoulou? Et début de tournage, allez savoir, Fit Cosmogonia, la plus grande défaite britannique. Et c'est le compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allez savoir, j'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui, nous allons parler d'une guerre, et plus particulièrement d'une bataille qui est un coup de Trafalgar que les Anglais ont subi en Afrique du Sud. Ah, c'est godon. On devrait faire une guerre en France avec le nom d'Iswanwana, là. Bon, c'est pas facile à prononcer, mais... Oui, enfin, faut arrêter de vouloir à tout prix taper toujours sur les Anglais, c'est cette habitude, là, c'est... Pendant que certains découvraient l'effet Hall, d'autres ont trouvé tous les ingrédients nécessaires pour perdre une bataille. C'est même devenu un cas d'école que certains officiers militaires étudient encore aujourd'hui. C'est pour dire. Notre histoire débute au 19e siècle, dans le sud de l'Afrique. L'Empire britannique s'étend progressivement dans le monde et des territoires sont colonisés afin de servir l'Empire et sa puissance. Dans les années 1870, l'accent est mis sur l'Inde. Il faut à tout prix sécuriser les routes commerciales entre l'Inde et l'Angleterre. 2 passages sont importants, le canal de Suez en Égypte et le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Il faut des ports dans ces régions pour approvisionner les bateaux qui navigue entre le Royaume-Uni et l'Inde. L'Empire anglais va alors chercher à consolider sa position en Égypte, mais aussi en Afrique du Sud où elle possède déjà 2 colonies, la colonie du Cap et la colonie de Natal. Cette région est de plus en plus prospère, grâce notamment aux exploitations minières et la découverte récente de diamants. Progressivement, l'agriculture commerciale, la finance, le commerce vont permettre d'améliorer et de faire du sud de l'Afrique une région alors riche en ressources. Malheureusement pour les Anglais, ils n'étaient pas seuls dans cette région, il y avait 2 contrées boers et des royaumes d'autochtones dont le plus imposant était le royaume zoulou. Concernant les Boers, ce sont d'anciens colons, principalement des Pays-Bas, mais aussi quelques-uns d'Allemagne et de France, qui se sont installés là-bas en tant qu'agriculteurs afin de subvenir aux besoins de nourriture des comptoirs commerciaux aux alentours du XVIIe siècle. Ils vont par la suite migrer au XVIIIe siècle et créer 2 États indépendants au XIXe siècle, l'État libre d'Orange et la République d'Afrique du Sud. Cette dernière sera annexée de manière forcée par les Anglais le 12 avril 1877 et sera renommée la colonie du Transvaal. Les Boers ne sont pas très ravis, mais à force de médiation, les tensions s'apaisèrent plus ou moins. Cependant, il y a un royaume qui inquiète le gouverneur de l'époque, Sir Bartle Frere. Cet homme a fait ses classes en Inde et débarque en mars 1877 en Afrique du Sud, avec pour but de consolider la présence de l'Empire britannique et de dominer l'Empire zoulou, dirigé par le roi Cetshwayo. Et ce roi est réputé comme étant un sauvage et un barbare, bref, un tyran sanguinaire. Cela ne rassure pas du tout, mais alors pas du tout Sir Bartle Frere qui craint une attaque sur les territoires britanniques, cela menacerait alors le commerce vers l'Inde. Le gouverneur n'a pas non plus vraiment une armée coloniale digne de ce nom, mais plutôt un petit nombre d'hommes censés assurer la défense des comptoirs commerciaux et la présence britannique sur le territoire. Pas suffisant pour faire la guerre ou se défendre face à une invasion massive de Zoulous. Mais ce n'est pas tout. La nouvelle colonie anglaise du Transvaal connaît elle aussi des problèmes avec les indigènes nommés Pendi. Les Anglais sont obligés de laisser les Boers se débrouiller tout seuls. Et cette débâcle va raviver les tensions entre les Boers et les Anglais suite à leur annexion forcée, suivie maintenant de l'abandon des Anglais face à l'ennemi Pedi. Clairement, cela met en péril la colonie britannique qui pourrait alors subir une rébellion et aurait une guerre entre blancs, ce qui favoriserait alors les Pedi et les Zoulous. Alors les Pedi sont pas forcément très nombreux, mais la force la plus redoutable reste les forces de l'Empire Zoulou qui, eux, sont beaucoup plus nombreux. L'automne 1878 sera crucial. Sir Bartle Frere rassemble ses troupes à la frontière avec l'Empire Zoulou et cherche des casus belli pour les attaquer. Les casus belli, ce sont des actes qui ne conviennent pas à un État qui a alors une excuse valable pour attaquer son ennemi légitimement.
Parce que faire la guerre, pour faire la guerre, au niveau international, ce n'est pas forcément très bien vu. Il faut des raisons valables pour faire la guerre. Et concernant Sir Frere, il n'a pas le soutien de l'Empire britannique. Sir Michael X. Beach, qui est le secrétaire d'État des colonies, c'est-à-dire le ministre britannique en charge des colonies, lui ne souhaite pas vraiment une campagne armée contre les Zoulous, car il mène déjà une guerre en Afghanistan, et les Anglais ont quelques démêlés, quelques tensions avec les Russes. Frere va donc à contre-ordre de ses supérieurs et utilise les communications assez lentes entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre pour agir à contre-courant. Le 11 décembre 1878, Frere lance alors un ultimatum au roi Zoulou. Il a entre autres demandé à Cetshwayo de dissoudre ses armées, d'ouvrir son royaume missionnaire et de recevoir des résidents anglais. Le roi Zoulou ne prendra même pas la peine de répondre aux Anglais. Ce motif est utilisé par Sir Battle Frere pour déclarer la guerre à l'Empire Zoulou le 11 février 1879. Parlons un peu des deux armées qui vont s'affronter. Les Zoulous ont une armée assez importante, mais les hommes qui la composent ne sont pas spécifiquement des militaires de profession. Ils reçoivent tous une formation militaire chaque année, mais précise, mais à côté de cela, ils partaient dans les champs pour produire leur nourriture, etc., etc. Cependant, il est à noter quand même que les femmes étaient formées à l'agriculture pour qu'en temps de guerre, elles puissent remplacer les hommes dans les champs. Ils sont équipés de grands boucliers pour se protéger et d'une lance qui servent d'arme d'ast à courte distance. Les guerriers combattent pieds nus afin d'être plus mobiles et aussi plus rapides. L'armée Zoulou possède des armes à feu mais les utilise peu ou voire pas du tout. Les tactiques du roi étaient de vaincre les Anglais sur ces terres avec des techniques défensives et en cas de victoire il n'était pas prévu d'envahir la colonie anglaise. Cetshwayo préférait trouver un moyen de calmer les ardeurs britanniques. Ce n'est pas moins de 30 000 à 40 000 guerriers zoulous qui composent cette armée au début du conflit. De l'autre côté, nous avons une armée assez disparate. Un tiers de l'armée est constitué de l'infanterie régulière britannique équipée de fusils. Et les deux autres tiers étaient composés de volontaires africains, blancs ou noirs, qui étaient assez hostiles aux Zoulous. Ils étaient motivés, mais ce n'étaient, contrairement à l'armée régulière, pas des militaires de profession. Ils n'étaient pas non plus forcément aussi bien équipés. Mais bon, ils vont se montrer tout aussi efficaces, voire même dans certains cas plus efficaces que l'armée régulière qui aura des problèmes de logistique. Une partie de cette armée locale est à cheval et comparera comme de la cavalerie, armée, équipée de fusils. Cette armée dispose également d'artillerie. Cependant, le royaume Zoulou n'a pas de route, enfin très peu, en bon état, et les ponts, bon, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, cela compliquera les déplacements de cette armée qui ne connaissait pas très bien le terrain, contrario des Zoulous. C'est au total 15 000 à 17 000 hommes qui combattaient sous le drapeau britannique, et il ne faut pas non plus oublier toute la logistique, c'est-à-dire les caravanes afin d'approvisionner en nourriture et munitions les armées à gérer. Malgré l'appartenante faiblesse sur le nombre anglais, pour les Britanniques, la guerre sera rapide et facile. Ils espèrent que l'écart de technologie et le fait d'avoir de vrais militaires de métier fassent grandement la différence. Cependant, les chefs de troupes savent qu'il va falloir que la guerre soit rapide. Sinon, ça deviendra compliqué pour eux côté logistique, car ils n'ont pas le soutien de l'Empire britannique et doivent utiliser les ressources locales. Le 11 janvier signe le début de la guerre, et l'armée principale est dirigée par Chelmsford, et elle a pour but de détruire le plus gros de l'armée Zoulou. Du côté du roi Zoulou, l'ordre est exactement le même, détruire le plus gros de l'armée anglaise. Du coup, 23 000 soldats Zoulous partent en direction de la colline d'Isandlwana, afin d'y établir un camp. L'avantage de ce lieu, ce sont ces collines qui permettent d'avoir un excellent endroit stratégique afin de se cacher et surprendre l'ennemi. Du côté anglais, l'armée est divisée en 4 colonnes pour attaquer en plusieurs endroits le royaume Zoulou. Et c'est la colonne 4 qui a la tâche la plus importante, réduire à néant le gros de l'armée en direction de Isandlwana, avec environ 4200 hommes ainsi que de l'artillerie. Les Zoulous ont décidé du lieu de la première grande bataille de cette guerre. L'enjeu est crucial pour la suite des événements car ce sont eux qui vont imposer leur tactique. L'armée de Chelmsford campe pas loin d'Isandlwana et elle est prévenue le 20 janvier que les Zoulous ne sont vraiment pas loin et qu'ils risquent de subir une attaque importante. Le 21 janvier, Chelmsford envoie une petite patrouille de cavalerie qui part au sud-est. Depuis le début, ils pensent que l'ennemi est au sud-est. Quelques éclaireurs qui sont postés sur les hauteurs ne voient rien, mis à part quelques éclaireurs Zoulous à cheval, mais aucune trace d'une armée ennemie. Une patrouille est alors envoyée au sud-est, la patrouille va tomber sur des Zoulous présents à Magogo. Après une rapide escarmouche, la patrouille bat en retraite car son but n'est pas de combattre les Zoulous, mais aventir Chelmsford. Ils rejoignent un autre corps d'armée que Chelmsford avait détaché dans le coin pour établir un autre petit campement. Le 22 février vers 1h30 du matin, Chelmsford reçoit le message de la présence des forces au sud-est. Pour lui, c'est la preuve que l'armée Zoulou est là-bas. Il divise son armée et le 22 au matin aux alentours de 6h,
Il part à la rencontre des Zoulous au sud-est avec seulement 3000 hommes et laisse ses autres hommes au campement. Dans sa tête, il a pour objectif de surprendre l'armée Zoulou, attaquer avant qu'il se fasse attaquer. La surprise est souvent une arme redoutable, il demande tout de même à la colonne 2, dirigée par Dunford, qui est stationnée tout près de Rock Drift, de venir épauler avec ses hommes disponibles le campement, ce qui fera un total de 1700 hommes pour protéger la caravane de munitions et de nourriture. Vers 10h30, Shifford arrive sur les positions de l'armée vues par ses éclaireurs la veille. Il établit un petit campement, Shifford reçoit un messager du campement principal qui indique que les Zoulous sont très proches du campement. Un de ses hommes sort un télescope et observe le campement mais ne voit rien d'inquiétant malgré que ce soit un paysage vallonné et que les collines masquent le campement. Ah, cette bande de guignols! Chelmsford pense qu'au final, tout est rentré dans l'ordre et que ce n'était sûrement qu'un petit détachement de l'armée Zoulou venu couper les ravitaillements et les prendre à revers. Mais que le campement, finalement, a su gérer la situation sans trop de problèmes. Il part alors à la recherche de l'armée, vue par ses éclaireurs la veille dans cette région. Il ne mit pas longtemps à les trouver les assez facilement. 80 Zoulous périrent et les autres prirent très rapidement la fuite. Puis au milieu d'après-midi, Chelmsford décide de retourner au campement principal avec une petite escorte pour savoir ce qu'il se passe réellement là-bas et vérifier qu'au final tout va bien. Il arrive en fin d'après-midi et découvre horrifié ce qu'il reste du campement. C'est-à-dire pas grand-chose. Beaucoup de corps d'hommes, de l'armée britannique et de Zoulous gisent par terre, morts. On peut même dire que les Zoulous ils ont filé à l'anglaise. Alors, les Zoulous n'ont pas fui, c'est les Zoulous qui ont gagné et se sont cassés, parce que filer à l'anglaise, ça veut dire s'enfuir. Ouais, donc t'avoues que les Anglais, ils ont perdu. Oui, tu déformes tout, je parlais pas de ça. Excusez-moi, ça va, on vous dérange pas? On peut continuer ou vous voulez faire un break? Et du coup, revenons en arrière et analysons ce que Chelmsford a raté dans sa stratégie. Premièrement, il va grandement sous-estimer l'ennemi. Shifford a déjà combattu et gagné facilement 2 ans auparavant avec les Exocènes, qui étaient également des autochtones d'Afrique du Sud. Cependant, les techniques de bataille entre les Zoulous et les Xhosa ne sont pas les mêmes. Shifford est confiant, surtout qu'il a étudié très sérieusement les tactiques militaires Zoulous avant de partir en guerre, mais il n'a pas dû franchement retenir beaucoup de choses de ses études. Et puis deuxième erreur, Chelmsford n'a pas fait fortifier le campement. Les Boers qui ont combattu les Zoulous auparavant avaient une tactique qui avait fait ses preuves, mais Chelmsford ne semble pas spécialement convaincu ni très intéressé. Les chariots de ravitaillement étaient mis en cercle autour du campement et une tranchée était creusée. Cela permettait d'avoir des fortifications sommaires, mais des fortifications quand même. Et il est quand même plus pratique de pouvoir recharger sans être au corps à corps, car à l'époque, les cartouches modernes existent déjà, mais c'est du coup par coup. On tire une balle, on fait sauter la douille, on remet une cartouche, on recharge, et on est prêt à tirer. C'est une action assez rapide. Quand on est à l'abri, quand on a des soldats avec des lances qui tentent de vous transpercer à moins d'1 mètre de vous, ce n'est plus la même chose. Troisième erreur qui lui sera fatale, il ne sait pas où est le gros de l'armée. Il est convaincu qu'ils sont au sud-est, mais au sud-est, il n'y avait que 2000 hommes Zoulous qui devaient s'occuper de couper les lignes arrières britanniques, donc le ravitaillement anglais. Et du coup, quand les Zoulous vont s'apercevoir que Chelmsford, là, il vient de diviser son armée et qu'il laisse derrière lui tous les ravitaillements en munitions et nourriture, des biens extrêmement précieux en temps de guerre, surtout quand on est en territoire ennemi et qu'on n'a pas spécialement l'occasion de pouvoir se ravitailler, et qu'il laisse très peu d'hommes pour y protéger, c'est une aubaine que les Zoulous vont saisir. Au final, le gros de l'armée Zoulou s'était déplacé dès le début au nord-est, en se cachant des collines de la région. Quand ils vont voir que l'armée britannique se divise, les 21 000 guerriers Zoulous, ils vont s'empresser d'aller attaquer le camp composé de 1700 soldats. Dans la matinée, la garnison de 500 hommes de Durnford était venue soutenir le campement principal. Ce sont les chefs Dunford et Puelin qui sont censés protéger le campement. Avant l'arrivée de Durnford et de ses renforts, Puelin avait envoyé quelques patrouilles au nord-est pour voir, parce qu'ils avaient aperçu une petite activité Zoulou, et puis très rapidement ils vont tomber sur le corps principal de l'armée Zoulou, faire demi-tour très rapidement et revenir au campement pour avertir tout le monde. Le campement va se préparer. Rapidement, un messager fut envoyé à Chelmsford, ils se disent qu'ils doivent tenir bon et que le chef, quand il va prendre la nouvelle, va revenir au pas de charge pour attaquer les forces Zoulou sur un flanc. Ce qui serait une très bonne tactique pour déstabiliser l'ennemi, mais Chelmsford reste convaincu que l'ennemi est au sud-est et vu qu'il ne voit rien avec son télescope à cause des collines, il n'est pas très inquiet et ne reviendra pas. En fait, en fin de matinée, le campement subit l'attaque Zoulou de plein fouet.
S'utilise la tactique des camps de vaches, un corps central qui attaque de front 2 détachements sur les côtés afin de submerger l'adversaire. Il y avait au campement de nombreux soldats réguliers de l'armée anglaise. Ils vont faire pleuvoir les balles, puis avec l'aide de l'artillerie, ils tiennent à distance les Zoulous. Durnford va même tenter de contrer la corne gauche. Il a peur que cette corne vienne au final prendre les armées de Chelmsford à revers lorsqu'il va arriver. Et parce que oui, pour eux, toujours, Chelmsford a dû faire demi-tour, ce qui n'est toujours pas le cas. Une fois l'unité de Durnford à court de munitions, il fait demi-tour et doit revenir protéger le camp. Les caravanes contenant les munitions avaient été mises un peu plus loin à l'abri la veille sur ordre de Chelmsford. Et il apparut alors un problème, les hommes tiraient plus de balles que ce que les ravitaillements arrivaient à rapporter des caravanes. Elles étaient trop loin du lieu de la bataille. Les Zoulous vont donc continuer de lancer des assauts vers les Britanniques et vont tomber comme des mouches, mais les Zoulous sont nombreux et rapidement, les Britanniques vont manquer de balles. Le colonel Pulling dit alors à ses hommes de sortir les baïonnettes et de mourir comme un soldat anglais le ferait. Ils sortent alors les baïonnettes, mais c'est trop tard, l'ennemi est déjà là, trop nombreux. Certains soldats africains parvinrent à fuir le champ de bataille, tandis que les hommes de l'armée régulière restèrent et se firent annihiler. L'Empire britannique perd alors 52 officiers dont Puellin et Durnford, 739 hommes de l'armée régulière, 67 hommes blancs et 471 hommes noirs. Sur les 1700 hommes, environ 350 parvinrent à survivre. Du côté Zoulou, c'est une victoire éclatante, car ils ont alors tué des soldats ennemis, beaucoup d'officiers, mais ils ont également détruit la caravane de ravitaillement. La colonne numéro 3 n'a alors plus que les munitions que les soldats ont sur eux, tout comme la nourriture, bref, ils n'ont plus grand chose. Cependant, il est difficile de connaître le nombre de morts exacts qui a eu lieu pendant la bataille côté Zoulou. Des historiens parlent d'un minimum de 1000 morts et certains vont à plus de 2000 morts. Quasiment tous les blessés par balle qui ont survécu vont mourir dans les jours qui suivent, en plus des morts sur place. Vu qu'ils n'ont pas comme des Anglais des registres de qui était dans l'armée et de qui n'est pas revenu, il est compliqué d'estimer précisément les pertes côté Zoulou, mais elles furent plus nombreuses que les pertes anglaises, une victoire douce et amère. Mais les Zoulous ne s'arrêtèrent pas là. Environ 3000 soldats Zoulous vont tenter de poursuivre ceux qui s'étaient échappés d'Isandlwana. Dans cette poursuite, il y a un événement un peu plus notable que les autres. Un chirurgien anglais, Peter Shepherd, fait partie des premières personnes à établir un protocole des premiers secours côté civil pour aider les ambulanciers, les policiers et les pompiers à secourir les gens. Son pays a eu ensuite besoin de lui en Afrique et vu qu'il était engagé dans l'armée, il a dû partir en guerre. Il fait partie des rescapés d'Isandlwana. Lui et certains de ses compagnons avaient mis des blessés dans une caravane pour les évacuer à Roxdrift. Malheureusement, les soldats Zoulous les rattraperont et c'est ainsi que mourut ce chirurgien en tentant de sauver certains de ses camarades. Dans la nuit du 22 au 23 janvier, les Zoulous attaquèrent le campement de Roxdrift, où stationnait le restant des forces de la deuxième colonne, que Dort n'avait pas pris, et les rescapés d'Isfondanda, un total de 150 hommes. Et les gars, vous savez ce qu'on bouffe ce soir? De l'anglais. Non mais il est toujours comme ça, lui. Oh, si tu savais, depuis le temps que je cherche quelqu'un pour le remplacer. Pourquoi tu me regardes tout d'un coup? Ouais, enfin, je dis ça, je dis rien, hein. N'y pense même pas. J'aurais essayé, bon, continuons. Cette fois-ci, les Anglais vont faire tout l'inverse d'Isandlwana. Ils vont ériger des fortifications grâce aux caravanes qui leur restent à disposition, faire des tranchées et surtout ne pas sous-estimer l'adversaire. La nuit fut longue pour les soldats anglais qui parvinrent à repousser les multiples assauts Zoulous. Environ 20 morts côté anglais contre 600 côté Zoulou. C'est quand on voit ce résultat qu'on se dit que la guerre n'aurait pas été la même si Chelmsford n'avait pas autant péché par excès de confiance. Les Anglais seront mis en difficulté car la bataille d'Isandlwana va avoir de nombreuses répercussions, les Zoulous vont prendre l'avantage, vont couper les communications, faire un bref siège ailleurs. Bref, quand arrive avril 1879, l'armée britannique n'a pas vraiment avancé et est même repoussé. Les Zoulous ont réussi à tenir bon en repoussant leurs ennemis. Cependant, la défaite d'Isandlwana va arriver aux oreilles des Anglais et forcer le Premier ministre à envoyer des hommes alors que les tensions avec la Russie ne se sont pas apaisées, que la guerre fait toujours rage en Afghanistan, bref, c'était vraiment pas le moment de perdre. En juillet, une deuxième expédition sera celle-ci couronnée de succès. Le roi fut capturé et envoyé à Londres. Le royaume Zoulou sera par la suite démantelé, puis annexé. Mais certains survivants de cette guerre anglo-zoulou, dont le Lord Cromwell, participera à la guerre des Boers. Guerre qui permettra aux Anglais finalement d'annexer les territoires boers. Et sur cette guerre gagnée, mais sur cette surtout défaite anglaise d'Isandlwana, merci à vous de nous avoir suivis. Et pour commencer, un grand merci à Cosmogonia pour nous avoir donné l'idée de cet épisode, d'avoir participé, de nous avoir supporté.
N'oubliez pas les pouces bleus ou rouges, hein, selon si vous avez aimé ou non l'épisode, de commenter, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Si vous voulez soutenir ma chaîne, c'est sur Utip que ça se passe. Alors, je sais jamais quel côté c'est, mais voilà. Et puis voilà, puis rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode court. Allez, Zoulou. Merci à vous. Fin de tournage. Hein. C'est bon là? Je peux? T'es sûr? Hein. Génial.